Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, on va lire la suite de la magie et l'hypnose par Papus. Mais avant, je voulais juste faire une toute petite réponse à Audrey, à qui j'ai fait un long mail de réponse et qui peut paraître justement un petit peu tranchant, donc je voulais simplement m'excuser parce que c'est toujours plus difficile. Vous savez, quand on écrit, au niveau de l'écrit, ça paraît toujours plus froid que quand on s'exprime. Donc simplement dire voilà, on parlait un petit peu d'hypnose régressive ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est une chance, mais j'ai évolué dans ce milieu très très tôt pour ma part. Après, je vais pas donner de détails. Et par la suite, j'ai pu passer aussi sur un domaine beaucoup plus professionnel. Et effectivement, en termes d'expérimentation, oui, j'aurais mon mot à dire là-dessus. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu frappée de voir déjà le type de descente avec des décomptes. Alors moi, je me base sur ce qu'on voit sur Internet. Et surtout aussi certains courants qui parlent toujours un petit peu des mêmes choses. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par ce biais, en termes de consultants, qui ont été récupérés par d'autres structures derrière, puisqu'ils étaient malheureusement dans des états de panique extrême, face à ce qui avait pu se dérouler lors d'une toute première séance, voilà. Alors je généralise pas du tout, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, voilà, attention, je prends du recul et je suis sûre que la personne avec qui je discute est une vraie professionnelle aussi, donc ça je voulais en parler, mais effectivement là où je voulais surtout en venir, parce que j'ai parlé beaucoup de ce sujet sur mon email, mais toutes ces personnes qui ont pu expérimenter déjà ces premiers états modifiés de conscience, bien évidemment que vous avez la possibilité après d'avoir des prédispositions pour tout ce qui est pratique magique, pratique même, on va dire, sortie du corps, tout ce qui est aussi, tout ce qui est détermination sur le subtil, c'est-à-dire rêve lucide, et expérience aussi dans la vie du quotidien, synchronicité et mise en place de la visualisation, ça va être quasiment extraordinaire. Contact, mentalisation, et télépathie, remote viewing, toutes ces choses-là, bien évidemment que vous allez être en prédisposition et je vous encourage à aller dans ces voies-là. Donc toujours à votre niveau, rien ne se présente jamais par hasard, vous aurez toujours des choses qui seront à votre niveau, petit à petit, prenez confiance, un petit peu de ci, des choses que vous maîtrisez et peu à peu vous progressez. Voilà. Donc, au niveau de l'hypnose régressive, oui, j'ai mon mot à dire, puisque vous savez très bien, c'est forcément, quand on va me parler de ça, déjà, vous savez très bien ce que je pense au niveau du karma. Et au niveau des vies antérieures, j'en ai déjà parlé beaucoup. Je pense que les vies antérieures ne sont que des parties de jeu supplémentaires où, effectivement, nous sommes encore une fois dans la personnalisation, encore une fois dans le jeu, et c'est qu'une série, on l'a très bien vu dans, vous savez, le dialogue avec l'IA, on l'a très bien vu, c'est on relance une partie, on est dans une nouvelle histoire. J'ai eu une personne à une époque, justement quand j'étais très là-dedans, et j'étais très jeune, qui me disait oui mais toi, tu es tout le temps dans tes histoires. Et à l'époque, je voyais ça d'un mauvais œil parce que mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, c'est bien, c'est de l'enrichissement personnel, dans le sens où c'est des expériences en plus, de retrouver des choses sur des vies antérieures, tout ça. Et je vous dis, je parle pas d'une ou deux vies antérieures, on est sur des expériences très nombreuses. Et au bout d'un moment, vous comprenez effectivement que non seulement finalement ça n'a pas tant d'intérêt que ça, parce que des vies intérieures vous en avez des millions, vous faites partie de tout ça, vous les vivez en même temps. Je dis pas détenir la vérité, je le redis, je vous transmets moi mon compte rendu d'expérienceur, j'imagine qu'il y en aura d'autres, et certainement que certains d'entre vous sont même encore allés plus loin, auront encore plus de données, et je respecte parfaitement ça, comme je respecte aussi toutes les personnes qui démarrent, qui ont besoin d'un palier, qui ont besoin d'une marche supplémentaire pour pouvoir comprendre des choses comme moi je l'ai eu à l'époque, c'est-à-dire comprendre que aujourd'hui je comprends pourquoi on me disait oui c'était des histoires, même si à l'époque je l'ai mal pris, vous voyez, mais j'avais besoin d'avancer, de comprendre et d'intégrer des expériences complémentaires pour comprendre certaines choses. Voilà, comme le fait que oui, quand je parle d'astral avec une autre personne, bien sûr, on a plusieurs couches, on a plusieurs niveaux et on a même des sorties en dehors de cet astral. Donc
voire même ici, on est même dans une forme d'astral, là, au moment où je vous parle, là, techniquement, on y est aussi. C'est juste un peu différent. Donc, c'est difficile de toujours poser un petit peu des mots sur certaines choses. On reste des humains, donc on a besoin de se comprendre parfois. Donc, il y a ces mots. C'est pour ça qu'il y a aussi ces bouquins qui vont témoigner de choses. Donc, vous allez avoir des érudits qui vont vraiment essayer de comprendre les mots sur les mots. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir ce besoin de mental. Et puis, d'autres personnes qui vont plutôt avoir une connexion, on va dire, entre les lignes. Et chez qui il va y avoir des petits déclics qui vont procéder, qui vont se mettre en place et qui vont donner lieu à des évidences qui ne seront pas expliquées avec des mots, tout simplement. Donc chacun à son niveau également. Je dis juste que les Akash sont très proches. On l'a vu dans les lectures aussi, les Akash sont très proches. Beaucoup peuvent s'y accrocher. Comme je le dis souvent, les frontières aujourd'hui sont beaucoup plus fines qu'à une certaine époque, donc il est beaucoup plus facile de se connecter à quelque chose. Attention aux leurres, beaucoup, les histoires sont beaucoup des leurres. Attention aussi aux Akash où vous allez vous connecter à quelque chose qui n'est pas forcément de votre essence sans le savoir, mais on va vous faire croire que c'est votre essence aussi. Il y a pas mal de choses à ce niveau. Il y a des formes de vérité. Attention aux égrégores. Ces zones-là, on n'est pas, on n'est pas, je me mets dedans tout seul à les connaître. Vous avez des structures, je vais dire des structures, qui connaissent très bien ces plans subtils depuis des centaines, je dirais même voire des milliers d'années, qui les maîtrisent très très bien, donc qui savent aussi très bien implanter un décor aux besoins de ce qu'elles veulent soumettre comme forme de vérité. Voilà. Donc attention à ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont pas tout de suite perçues. D'accord? Parce que déjà le fait d'avoir des expériences, c'est super sympathique, et de revenir avec quelque chose et d'avoir ressenti des choses, c'est tellement prenant que parfois il faut bien faire attention. C'est très difficile aussi de faire la part des choses, vous voyez, parce que le vécu a été tellement fort que faire la part des choses derrière, c'est compliqué. Donc voilà, je parlais juste de ça. Donc Audrey, voilà, je voulais te faire un petit message un peu plus en personnel. J'ai adoré ton contact en tout cas. J'ai fait un mail un petit peu long. C'était aussi un petit peu pour verrouiller. J'espère qu'on aura peut-être un jour l'occasion de discuter directement. Mais je pense que tu es très au courant de certaines choses aussi. Et ça, j'ai oublié de le dire dans le mail. Mais en tout cas, en ce qui concerne d'autres processus, oui, c'est en action déjà ici, et tu as pu peut-être le constater à travers d'autres choses. Maintenant, si tu souhaites effectivement partir sur ce, laisse-toi porter simplement, mais fie-toi toujours à tes ressentis, je vous le dis vous à tous, et attention parce que ces ressentis pourront être bientôt de plus en plus aussi être orientés. Donc toujours bien du recul, on pose, et malheureusement je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, à moins que certains en aient, pour vraiment établir ce qui est votre vérité, sachant qu'il peut y en avoir aussi plusieurs, en fonction de ce que vous allez décider, parce que vous aussi vous êtes créateur. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, et j'aurais voulu en dire un petit peu plus, mais comme j'ai tendance à m'étaler, et que ça fait déjà 8 minutes, on va passer à la lecture directement, et je vous salue tous les abonnés qui sont là, j'espère que vous allez bien, je vous fais tous un gros bisou, et on va démarrer cette lecture, et cette fois-ci on va toujours être dans le même chapitre, et ce sera le déplacement d'objets sans contact. Ça c'est le titre de cet espace, puisque vous avez compris maintenant, il met des intitulés beaucoup plus que des chapitres. Une dernière chose, j'y pensais. Au niveau des pratiques rituelles, mais que ce soit toutes les pratiques sur les plans subtils, c'est comme les médiums qui ressentent et qui ont des bribes. Un médium, il y en a une, j'aime bien Patricia Daré, j'en entends parler de temps en temps, je l'écoute aussi, j'aime bien le personnage. Après, voilà, je connais pas plus que ça, mais elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit un bon médium, il doit avoir les données complètes. Moi j'en ai connu quelques-uns, je peux vous dire que ça débite, et derrière ça pose pas de questions à la personne en face pour savoir si c'est bon. Donc, ou avoir plus d'éléments. Donc un médium, il débite. Donc c'est la même chose. Quand vous faites des pratiques sur les plans subtils, dites-vous bien qu'il y a votre ressenti de base,
Mais il y a des choses qui se passent réellement sur les plans subtils. Et ça, malheureusement, peu de gens sont capables de le voir sans être sur une sortie complète. Donc, c'est bien important de démarrer quelque chose et de fermer, de verrouiller les choses. Parce que c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous ne voyez pas ou vous ne ressentez pas tout qu'il se passe pas forcément des choses. Et ça me fait penser aussi à certaines pratiques basées sur de la médecine symbolique et autres, je donnerai pas les noms, où on fait des gestes et autres, et on se rend pas compte, ou alors on invoque, ou on parle à d'autres entités, on se rend pas compte de ce que ça produit. Pareil, si vous vous adressez à une entité, ça peut être un saint, ça peut être... Voilà, vous vous adressez à une égrégore, donc vous alimentez cet égrégore. C'est un choix, et ça marche très bien. Donc vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, il y a un échange, vous passez par un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est payant. Plus ou moins positivement, mais c'est quand même payant. D'accord? Puisqu'on a un intermédiaire. Après, vous pouvez aller plus en direct. Et vous pouvez réagir dans les commentaires, même si vous êtes en contradiction, il n'y a aucun problème. Comme je dis, moi je suis prête à me remettre à niveau, à discuter aussi, et j'apprends comme vous aussi. Je partage juste quelque chose, je pense aujourd'hui à peu près acquis, en tout cas dans mes propres vérités, mais il y a ça. Donc pensez bien que c'est pas parce que vous avez un minimum de ressenti que c'est forcément la réalité sur un autre plan. D'accord, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on fait attention à ce niveau-là. Si on ouvre, on referme. Et pareil pour la symbolique, on s'intéresse à ce que veulent dire nos symboles exactement, histoire de les activer, de les comprendre un peu mieux. Si on s'adresse à des énergies ou à des personnes, enfin des entités, quelles qu'elles soient, même positives, on s'intéresse à la chose. On voit un petit peu et on est conscient qu'une forme d'énergie va circuler dans un sens et dans l'autre. D'accord ? Et vous avez aussi les systèmes de bulles de lumière, j'en ai entendu beaucoup parler. Je pense qu'aujourd'hui, excusez-moi, hein, je vais m'attirer les foudres, mais je pense qu'aujourd'hui ça ne suffit plus, tout simplement. Il y a vraiment d'autres choses, donc il y a aussi quelque chose de primordial. Travaillez vraiment sur vos peurs. On est vraiment dans cet axe en ce moment. Travaillez là-dessus, renforcez-vous. On n'est plus sur une question de protection aujourd'hui. On est sur une question de vous renforcer personnellement, d'être plus solide, moins sensible. Je dis pas moins sensible dans vos perceptions, mais à ce moment-là, si vous êtes très sensible, contrôlez, gérez vos émotions et contrôlez les flux d'énergie qui arrivent. Soyez pas dans je me protège, je suis très sensible, je ressens tout, oh j'entends plein de choses. Ouais, ben maîtrisez ça si c'est ça. Sinon vous coupez. Ce sera votre meilleure protection. Donc, les protections toutes simples, je recherche des talismans, je recherche des pierres, ok, c'est des outils qui peuvent aider. Mais vous êtes à l'heure où maintenant, il va falloir vraiment prendre en main ces facultés que tous vous avez et vous renforcer absolument et devenir, entre guillemets, maître. Et vous en avez tous la possibilité. D'accord? Vous êtes déjà des maîtres. Tous. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de guide ou quoi que ce soit. Donc retrouvez-vous et ce sera votre meilleure force. Promis, je m'arrête. J'en ai déjà trop dit, je pense. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté. Mais c'est un témoignage sur lequel je voulais réagir et j'en profite aussi pour remercier les autres mails que j'ai reçus. Merci à Morganisa, on va voir ça, comment on peut faire. Et sinon, merci aussi à tous ceux que j'ai régulièrement, Fred, les abonnés de la page membre, les nouveaux, je vous fais des tout gros bisous. On y va, allez. Donc, déplacement d'objets sans contact. Nous trouvons dans l'initiation d'octobre 1891 le récit suivant dont nous reproduisons les traits essentiels. En villégiature, à Soulac-sur-Mer, en Gironde, depuis le samedi 15 août, nous jouissons de tous les charmes et de tous les loisirs qu'on retrouve dans une ville d'eau. C'est station balnéaire. Jusqu'au vendredi 4 septembre, rien n'était encore venu troubler la joie que nous goûtions dans la famille. Le soir, à 9h à peine, étions-nous couchés qu'un couteau de table se détachait du buffet sur lequel on l'avait placé, pour tomber avec bruit dans le corridor qui sépare la chambre de mes parents
de celle que j'occupe moi-même, tout près d'une petite cuisine. Alors, on voit souvent Papus, alors je sais pas si c'est lui qui écrit là, parce qu'il tire l'article de l'initiation. Non, c'est un récit, donc c'est pas lui qui écrit. Il faut savoir que Papus, il a commencé très jeune. Nous, on le voit souvent sur les photos, comme un vieux barbu, comme un sage. Il faut savoir qu'il a été aussi très jeune, et il a commencé très tôt. Et Stanislas de Gaïta, d'ailleurs, en parle, et il faut savoir qu'il avait 4 ans de différence avec lui. Et Gaïta étant plus âgé, et ils étaient tous très très jeunes à ce moment-là. Donc ça fait drôle parce que parfois ils se renvoient des petites données comme ça en disant il y a un petit jeune à côté qui suggère des choses intéressantes et c'était Papus. Alors, on continue. Je suis de nature à discuter ce soir, on rallongera peut-être un peu la séance en contrepartie. Alors, c'est parti. On continue. Donc, tous, c'est-à-dire mon père, ma mère et mon frère âgé de 26 ans, nous eûmes la pensée qu'un rat avait été la cause du bruit que nous venions d'entendre. 3 jours après, le lundi 7 septembre, le soir, à la même heure, un des couteaux soigneusement serrés dans le tiroir du buffet, cité plus haut, tombait encore avec bruit au milieu du corridor. Alors question, est-ce que le tiroir du buffet s'est ouvert et le couteau est sorti? Je sais pas. Mon père se levait alors, inquiet, comme nous tous, mais pensant encore qu'un rat avait établi son logement dans le tiroir en question. On remarquera qu'il parle de rat quand même de manière comme si c'était normal, ça veut dire qu'à l'époque, il devait pas mal y en avoir quand même. Le lendemain, nous commencions à nous endormir lorsque vers 9h, d'un coup sec comme produit par un marteau, retentissait sur la table de toilette de ma chambre, faisait bondir mes ciseaux qui se mirent à danser. Nous nous levâmes aussitôt. Les ciseaux avaient disparu. Ils dansaient maintenant avec un bruit argentin dans la cuisine qui, je l'ai dit, se trouvait placée près de ma chambre. À 3 reprises différentes, les ciseaux recommencèrent leur danse surnaturelle, et il nous était impossible de les apercevoir. Pendant 3 minutes, peut-être que la danse cessa, nous cherchâmes en vain les ciseaux. Ils étaient invisibles. Tous émus alors, on le serait à moins, nous apostrophâmes l'être mystérieux qui nous jetait ainsi dans le trouble. Moi-même, j'élevai hautement la voix, promettant de ne pas me coucher avant que les ciseaux furent retrouvés. Ça c'est important, voyez, disent j'élevais hautement la voix, l'imposition, elle est très importante. Pareil, si vous vous retrouvez devant des choses qui vous paraissent négatives, on ne discute pas, si vous ne souhaitez pas être en communication avec, on ne discute pas avec ça. Alors c'est pas forcément crier fort, c'est être ferme. Donc vous devez avoir une fermeté indestructible. Vous devez décider. Et ça c'est absolument important. Vous décidez, vous êtes sur votre plan, quelque chose agit sur votre plan, vous êtes maître d'agir sur votre plan bien plus que c'était cette chose qui agit sur votre plan, qui va émettre non seulement une énergie sur son plan à elle, et qui va réussir à déployer quelque chose sur votre plan à vous. Vous êtes sur votre propre plan, les ciseaux se baladent sur votre propre plan, vous pouvez décider beaucoup plus. Vous avez la main. Pensez toujours ça. Donc on se reprend, on maîtrise sa peur, c'est pas évident, et on agit. Voilà. Et vous décidez, et vous êtes maître de votre bulle. Pensez toujours à ça, votre bulle c'est chez vous. Comme vous permettez pas que quelqu'un rentre chez vous, s'assoie dans votre canapé, se prenne une bière dans votre frigo, voilà, là c'est la même chose. Quand vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre sphère, alors sans parler de protection, vous êtes dans votre zone, vous êtes chez vous, c'est vous qui décidez, ok ? Pendant ce temps, je transportais mon lit dans la chambre de mes parents et j'installais de mon mieux sur un canapé. Et je l'installais de mon mieux sur... D'accord. Alors pendant ce temps, il transportait donc son lit sur dans la chambre de ses parents et je l'installais de mon mieux sur un canapé. Bien décidé à ne plus dormir dans ma chambre jusqu'à mon départ pour Bordeaux fixé le 12 septembre. Voilà. Donc nous venions d'éteindre notre lampe lorsque toute porte fermée, ça il le met en gras, un bruit épouvantable se fit entendre et les ciseaux fendant l'air comme une flèche vinrent tomber avec fracas au pied de mon lit. Ces ciseaux avaient donc percé mystérieusement la porte
que nous avions fermés avec intention. Oui, là on est sur une partie où ça vibre. Ils avaient répondu au défi que je leur avais porté de les retrouver bientôt. Inutile de dépeindre notre saisissement, notre frayeur. Nous étions en face du surnaturel et il n'y avait qu'à prier. Ça, c'est pas mal aussi. Nous nous mirent à genoux et nous récitâmes en tremblant le De Profundis. Alors, là, il y a 2 éléments. Il y a l'espace de prière, donc on se regroupe en intérieur et c'est comme pour les exorcismes. Vous allez avoir quelques paroles bien particulières qui vont pouvoir un petit peu calmer le jeu. Il y a forcément la croyance, c'est sûr que dès que vous avez la foi, ça beaucoup d'exorcistes en parlent, ça aide énormément. Avoir la foi en quelque chose. Donc même si c'est pas Dieu, la religion, saisissez-vous de quelque chose dans lequel vous avez la foi. Ça peut être l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose qui va déclencher votre cœur. Donc ça c'est très important aussi. Parce que vous allez pouvoir générer une énergie à ce moment-là. La foi, c'est pareil, c'est quelque chose d'impénétrable et c'est quelque chose, si vous voulez, où il n'y a pas de doute. Vous êtes déterminé. L'amour pour quelqu'un, c'est quelque chose qui est viscéralement profond parce que et qui sera sans le doute. Vous comprenez? Donc, ça va être très fort et impénétrable. Est-ce une chère âme qui souffre? Ça, c'est la question qui pose. Est-ce un esprit mauvais qui nous persécute? Mystère. Notre prière terminée, tout bruit cessa. Toute la nuit, nous laissâmes allumer notre lampe et nous vîmes arriver le jour, heureux d'être délivrés de cette obsession mystérieuse. Vous remarquerez souvent que les événements se passent la nuit. Souvent, pas toujours. J'écris ces lignes après les faits que je raconte. Il est 9h et c'est le 9 septembre 1891. Qu'arrivera-t-il ce soir, je l'ignore. J'arrêterai là le récit si, comme nous l'espérons, nos prières ont été écoutées. Et c'est signé l'abbé Marcel Lacave. On aurait pensé qu'il était un petit peu plus jeune quand même. Vicaire au Sacré-Cœur de Bordeaux. Là il reprend, jeudi matin, 10 septembre 1891. C'était une âme qui souffrait et qui réclamait des prières. Nous en avons eu hier soir la preuve. Durant la journée, j'avais répandu de l'eau bénite dans les appartements. On comprend avec quelle impatience remplie d'anxiété nous attendions l'heure où déjà plusieurs fois le bruit mystérieux s'était fait entendre. Nous nous couchâmes donc dans la même chambre et aussitôt la lampe éteinte, nous attendîmes retenant notre respiration et nos cœurs bondissaient dans la poitrine. Auparavant, nous avions fait, au pied de notre lit, une fervente prière en faveur de l'âme qui peut-être était là gémissante et attendait du secours. Comme la veille, nous avions fermé toutes les portes. 5 minutes environ s'étaient écoulées depuis que nous avions éteint notre lumière, lorsque, toujours au pied de ma couche, un bruit, mais léger, très doux même, se fit entendre. Un objet venait évidemment d'être lancé sur le plancher. Nous nous levâmes. Il y avait devant nous un crayon et une enveloppe disposés là par une main invisible. Sur l'enveloppe était écrit ce mot « Merci ». Alors c'est étonnant parce que j'allais justement vous parler d'un autre événement aussi de ce type qui peut être tout à fait les poltergeists. Donc c'est comme des manifestations d'énergie explosives et qui peuvent arriver et qui peuvent même effrayer des âmes errantes. C'est-à-dire vous pouvez avoir une âme errante dans le secteur et le poltergeist arrive et souvent ça se manifeste par des choses qui volent très fortes, des piles d'assiettes qui tombent, ce genre de choses. C'est pas forcément un esprit, même si on appelle ça un esprit frappeur, mais il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et il peuvent y avoir aussi des esprits sur place qui ont peur de ce genre de manifestation aussi. Et qui peuvent mal réagir également. Voilà, c'est comme des éclairs en fin de compte d'énergie qui se produisent à certains endroits. J'ai moins d'éléments sur ces parties, mais apparemment ça existe également. Et c'est pas forcément le fait d'entités ou même de fragments qui se promènent. Bon, vous savez ce que je pense aussi là-dessus sur les entités. Il y a beaucoup de fragments aussi. En tout cas là, les lettres étaient en majuscules et très longues. Comme la veille nous nous mîmes à genoux et nous récitâmes le De Profundis, cette âme était-elle complètement délivrée de ses peines ou seulement soulagée, nous l'ignorons.
Le latin, c'est pas mal aussi, quand même, dans les prières, parce qu'à l'époque, ça avait une certaine valeur. On en parle beaucoup, quand on parlait très facilement de la démonologie. Apparemment, ça résonne bien plus que juste les lettres françaises. Il y a quelque chose là-dessus, j'aurais pas assez d'éléments pour vous en parler. Cette âme est-elle complètement délivrée de ses peines ou seulement soulagée? Nous l'ignorons. Nous continuerons pour elle nos prières, afin que Dieu l'appelle pour toujours à lui. Si elle jouit du bonheur éternel, nous nous plaçons sous sa protection, la priant de ne pas nous oublier dans cette terre d'exil et de larmes. Une seconde fois, je jure devant Dieu que les faits se sont passés comme je les raconte et qu'ils ont eu pour témoin ma famille entière. Signé l'abbé Marcel Lacave, donc toujours la même personne, qui est donc vicaire au Sacré-Cœur de Bordeaux. On continue, phénomène psychique. Alors là, on a sorti de l'initiation de janvier 1894. J'ai l'impression que la Papus, il nous a quand même sorti beaucoup d'articles de l'initiation. Donc j'espère que je ferai pas de doublons, on fera attention sur les lectures du vendredi. Bon, de toute façon, pour l'instant, on en est au voile 10 et j'en ai pour un moment, vu tout ce qu'il y a, vous allez voir, je pense que j'en ai pour quelques années. Donc, en janvier 1891, je me trouvais à Gand, en Belgique. Lors d'une visite chez une famille amie, la conversation fut portée sur des expériences hypnotiques qu'un magnétiseur de profession présentait à ce moment dans une salle publique de la ville. J'avais assisté moi-même à la séance donnée la veille par ce magnétiseur et les expériences produites me paraissent assez intéressantes et sortant du répertoire ordinaire des professionnels pour que je crois utile de les mentionner ici avant de continuer mon récit. Sur la scène se trouve le sujet professionnel voyageant avec son magnétiseur. Donc, une jeune fille assise sur une chaise. Donc voilà, donc il y a le sujet, donc le professionnel, son magnétiseur et une jeune fille assise sur une chaise. Le magnétiseur la met en sommeil, donc c'est plutôt le moniteur en fait, l'opérateur comme on dit effectivement, mais moi j'appelle ça le moniteur. Le public dans la salle se composait en majeure partie des étudiants de l'université de Gand. Le magnétiseur demande de former une commission pour surveiller et vérifier les expériences. La commission dont je fais partie est composée exclusivement d'étudiants excepté moi. Le magnétiseur annonce l'expérience suivante. Sur une ardoise ordinaire, quelqu'un de la commission ou du public écrira une phrase dans une langue quelconque. L'ardoise sera ensuite posée par l'écrivain qui seul aura la connaissance de ce qu'il a écrit. Sur les genoux du sujet, et de façon que le côté opposé à l'écriture soit tourné en haut, le sujet qui aura au préalable les yeux bandés copiera sur ce côté libre de l'ardoise l'écriture du dessous. Non seulement textuellement, mais en reproduisant exactement l'écriture de l'écrivain. Ceci dit, le magnétiseur apporte du papier gommé et prie la commission de coller du papier sur les paupières fermées du sujet. Ceci fait, les yeux sont bandés avec un fichu noir en soie. Le sujet, comme j'ai dit, est en sommeil. Le magnétiseur présente l'ardoise sur laquelle un des assistants inscrit une phrase en français. Le sujet reproduit cette phrase sans hésitation et en imitant très exactement l'écriture de l'auteur. Vous avez des écoles maintenant pour les enfants qui apprennent ça, et je crois qu'en France on n'en a pas. C'est vraiment en Angleterre et dans d'autres pays, mais je crois qu'il faut rentrer dans cette école avant l'âge de 8 ou 10 ans, il me semble. Parce que sinon après l'esprit de l'enfant il est formaté et il a plus de mal à acquérir ce genre de technique. Mais a priori, voilà, ils apprennent à jouer au foot avec un bandeau sur les yeux, enfin c'est un truc extraordinaire. Parmi les assistants se trouvent des étudiants appartenant à différentes nations. L'ardoise est couverte d'inscriptions en allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, etc. qui toutes sans exception sont reproduites. Lorsque le sujet recevant à nouveau l'ardoise paraît hésiter un instant, puis elle dit d'un ton plaintif « C'est de l'hébreu, c'est bien difficile ». Et après avoir à plusieurs reprises essayé d'écrire, elle reproduit la phrase en hébreu. Ce qui m'apparaît dans ce cas surtout remarquable, c'est que le sujet avait conscience de ce qu'il reproduisait. Ceci est un argument pour la faculté
tant discuté et contesté de certains individus plongés dans l'état hypnotique, de comprendre et savoir parler même des langues dont ils n'ont aucune notion à l'état normal. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Après cette expérience, le magnétiseur faisait des essais d'hypnotisation, c'est comme ça qu'ils appellent, sur plusieurs étudiants de bonne volonté sans y réussir. Oui, le sujet est important. Et effectivement, ça dépend, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi je suis toujours bouche bée de voir mais je suis pas la seule, hein, y a d'autres personnes qui sont professionnelles que je connais bien, qui travaillent pas sur des sphères où elles sont en évidence et en apparence, peuvent travailler aussi pour des organismes. Et c'est vrai de voir des descentes en hypno comme ça, où finalement on arrive seulement à un stade d'alpha, c'est difficile de voir comment on peut avoir de l'information correcte à ce moment-là. Voilà. Descendre en θ, déjà c'est bien plus complexe, et quand vous avez une personne en θ, c'est encore plus complexe, parce que le θ fait que de toute façon vous avez un ralentissement au niveau du corps. En plus, sur ces personnes souvent qui descendent, on voit aucun signe idéomoteur, en tout cas très peu. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi, il n'y a pas de stimuli. Donc c'est vrai que ça peut faire douter de l'état. Et quand vous avez des personnes qui parlent de manière ultra naturelle, et comme j'expliquais, dans ce cas-là, autant prendre un médium. Si on a une personne qui est capable de canaliser avec une descente qui est très légère, ça veut dire que la personne est totalement médium. Et je m'en réfère, et je pense que c'est le cas pour la personne à qui j'ai parlé. Et dans ces cas-là, il est plus utile de faire de descente en hypnose ou de monitoring, puisque ce sera déjà financièrement, ce sera plus léger, sans parler des traducteurs parfois qui sont là. Et vous avez des très bons médiums qui sont canal aussi et qui se branchent de la même façon sur les Akash et qui arrivent parfaitement à donner des informations sans passer par un principe hypnotique comme on en voit aujourd'hui. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Parce qu'il s'agit quand même de ça. Et en ce qui concerne les soins et autres, c'est juste qu'on va diriger en fin de compte une induction pour que la personne puisse avoir un soin. Mais là, c'est complètement autre chose. Et là, moi, à titre personnel et par expérience, je le dis encore, là, c'est pas juste une suggestion, je comprends pas. Pour moi, si on fait un soin par induction, la personne doit le vivre. Pourquoi ? Parce que il va y avoir tous les organes sensoriels qui vont vivre l'expérience et qui vont enregistrer la donnée. Si vous le faites par le biais d'un canal, vous voyez le canal qui va vivre des choses, qui va dire qu'il va travailler pour vous, certes, sur un plan énergétique, pourquoi pas. Et comme j'expliquais aussi, les personnes... Moi, j'ai connu des personnes qui faisaient des soins énergétiques dans un autre domaine et qui, le matin, elles avaient leurs petites affaires de leur vie courante et qui enchaînaient en râlant, en déposant le gamin à l'école et qui enchaînaient avec une séance derrière de soins. Vous voyez ? Donc, et puis qui le soir rentrait, s'affairait sur ses tâches quotidiennes et reprenait le lendemain. Donc après, ça veut rien dire, on connaît des gens très compétents qui ont aucune spiritualité et je pense que vous en connaissez tous des gens très très performants et qui sont absolument pas spirituels, qui ont aucune hygiène de vie et pourtant qui ont des sacrés résultats, ça existe. Donc c'est vrai qu'il faut pas tout mettre dans les... Mais bon, quand même, il y a des formes de logique. Ensuite, en ce qui concerne le vécu, pour revenir dessus, le principe hypnotique, que vous ayez de l'éricksonienne, de l'hypnose pure, simple, même si vous partez sur Planck ou si vous passez, voilà, on voit directement, même la zéro. L'idée, c'est ça en fait, hein, c'est d'induire une donnée et que la personne vive son expérience complète. Et parce qu'elle va vivre et ressentir, voir et ressentir ce qu'elle ne peut pas faire par un canal. Quelqu'un qui voit la pomme, il voit la pomme. Si quelqu'un vous explique, ah, je vois une pomme, la pomme elle est sucrée, ah, la pomme elle est comme ci, elle est comme ça, donc on part sur un savoir, on n'est plus sur une maîtrise de connaissance. La pomme est sucrée, enfin en attendant, la personne elle le voit pas, elle le vit pas. Donc ça a toujours moins de puissance que... Je vais vous donner un exemple sur une apparition par exemple. Quelqu'un qui va voir la Vierge, voilà, on va prendre quelque chose de très gros, comme ça vous allez vraiment comprendre.
Imaginez l'effet, demain vous voyez la Vierge. Vous avez déjà entendu parler de ce que ça pouvait faire. Imaginez que vous le vivez, que vous êtes dans un état, mais incroyable, ok? Si quelqu'un d'autre le vit pour vous, et on vous dit, ah là, je vis, je vois un tel, machin, tout. Vous allez peut-être frissonner un petit peu, le ressentir, parce que vous allez être dedans un peu. Mais ce sera jamais pareil que si vous le viviez vous-même, intégralement, et que vous ayez cet ancrage, cette empreinte à l'intérieur, parce que tous vos organes, vos sens, c'est sur un plan, vous l'avez vraiment vu, c'est une vérité, elle est acquise, elle peut pas être démentie, elle était là, c'était évident. C'est pas quelqu'un qui vous l'a raconté, vous voyez ce que je veux dire? Et à la base, le principe hypnotique d'origine, pour les soins, il est établi de cette manière-là. Il n'y avait pas une histoire de canal qui faisait les choses pour vous. Et pensez bien qu'à l'ancienne, c'était comme ça. Et ce principe de canal est arrivé dans notre génération des années 2010, où on a induit un canal médium au centre. Je dis pas que c'est négatif, mais pour les soins, on peut se poser la question sur l'efficacité réelle de ce que ça donne. Et après, je mets absolument pas les compétences de ces personnes en jeu, je parle juste de la pratique en elle-même, posons-nous des questions. Voilà, je sais qu'il y a eu un engouement là-dessus, mais posons-nous les bonnes questions. Je vous le dirai toujours et je vous le dirai encore, le bon sens, le bon sens, le bon sens, le bon sens. D'accord? Ça me fait penser un peu à tous ces gens, ouais, ah la pierre, je mets ça, pourquoi? Je sais pas, on m'a dit que cette pierre, ça faisait ça. Mais pourquoi? Je sais pas, je l'ai lu quelque part, on me l'a dit, je vous ai souvent donné cet exemple. Et pourquoi? Peut-être parce que, on prend une malachite, c'est rien d'autre que du carbonate de cuivre, et à l'époque on mettait du cuivre, et que le cuivre agit sur les douleurs, effectivement. Donc il y a des choses comme ça. Et pourquoi? Parce que le cristal, c'est magnétique. Pourquoi? Parce que le cristal, on a des languettes dans tout le matériel informatique, dans les téléphones portables, on l'utilise pour faire des disques durs chez Hewlett-Packard, en ce moment il y a des zones test. Voilà, donc il y a quelque chose. Donc, plus vous allez être conscient et dans la connaissance des choses, plus vous allez pouvoir activer certaines choses. Donc, faites des choses avec du bon sens. Du bon sens, s'il vous plaît, du bon sens, du bon sens, du bon sens. Et si vous avez du bon sens, vous aurez une justesse. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, je suis entièrement d'accord. Je suis désolée, sur cette vidéo, je parle un peu plus, mais j'avais vraiment des choses qui m'ont fait un petit peu réagir, et la personne m'a pas posé de questions en plus à ce niveau du tout. C'est moi qui ai souhaité réagir. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que j'avais déjà voulu évoquer et que j'ai pas pris le temps de faire. Et donc, je me permets de le faire. Et je pourrais en discuter tout à fait avec des professionnels qui ont des éléments, ça me dérange absolument pas. De converser et d'échanger à ce niveau et à ce sujet. Je peux très bien revenir aussi sur des choses, des convictions que j'ai, mais ça va être un petit peu difficile parce que j'ai un peu d'ancienneté dans ce domaine, même beaucoup. Et mais voilà, je suis pas fermée en tout cas. Donc faites les choses avec du bon sens. L'hypnose reste une très très bonne technique. L'auto-hypnose également, vous avez vraiment des pratiques qui sont extraordinaires. Le cerveau, l'avantage, c'est qu'il vous limite, il va pouvoir quand même décider si jamais vous avez des pratiques qui sont contre vous. Alors je parle pas sur des pratiques qui malheureusement vont passer par la manipulation. Je parle sur des pratiques où à un moment quelque chose va aller à votre encontre. L'avantage de l'hypnose, c'est que votre cerveau, il est assez protégé pour dire stop. Donc il y a des choses dans lesquelles vous ne tomberez pas. Je reste aussi convaincue que certaines descentes profondes sont plus utiles sur des soucis de santé que des choses en surface, parce qu'il restera toujours en surface la question de sur quel bouton il faut appuyer, et ça peut nécessiter beaucoup d'entraînement et beaucoup de passages en état modifié. Mais par contre, l'état modifié, c'est vraiment toujours à expérimenter, qu'il soit en alpha. Si vous pouvez vous amener un moment en θ, vous allez voir, ça va être merveilleux. Et rassurez-vous pour tout ce qui peut être éventuellement négatif. Faites ça toujours sur des moments où vous êtes hype, pas des moments où vous avez des up and down, pas si vous faites de la dépression, pas si vous êtes mal. Toujours quand vous êtes dans des bonnes périodes, allez-y, testez des choses calmement, à votre niveau, doucement. Si vous avez peur, vous reviendrez automatiquement. Votre corps vous protège. Votre instinct va vous protéger de toute façon. Voilà. Mais toujours dans de bonnes conditions. À un moment, vous êtes joyeux, vous êtes bien dans votre vie.
ok? On touche pas à ces trucs-là quand on est dans des moments où ça va pas. C'est bien, c'est du bon sens, à votre niveau, en progression, et voilà. Et vous avez déjà des zones méditatives qui sont extraordinaires, ou tout simplement, comme je vous le dis souvent, créez votre safe place avant de dormir ou le matin. Vous avez des très belles zones, et petit à petit, vous incrémentez la visualisation, la synchronisation, des petites méthodes. Vous pouvez faire des petites choses au quotidien, démarrer tout doucement. Voilà. Je continue. Donc, on revient. Après cette expérience, donc, le magnétiseur faisait des essais d'hypnotisation sur plusieurs étudiants de bonne volonté sans y réussir. Quand c'est trop léger, des fois, c'est plus compliqué. Il se présenta alors un jeune homme de 16 à 17 ans. Il est mis en état de sommeil très promptement. Les gens qui sont très réactifs. Quelques expériences ordinaires de catalepsie, ça c'est obligatoire, suggestion, réussissent très bien. Ok. Catalepsie, elle est indispensable, donc à distance c'est un petit peu compliqué si vous voulez. On peut la constater à distance, hein. Mais lors d'une séance d'hypnose, éprouver, en tout cas détecter et provoquer une catalepsie, donc c'est-à-dire une fixation d'un membre, ça reste quand même un des points indispensables pour détecter la descente de la personne. Donc bon, je dis pas qu'on peut pas la faire à distance, mais quand même. Suggestions réussissent très bien, ok. Alors le magnétiseur annonce qu'il veut essayer, vu les aptitudes du sujet, une expérience de transmission de pensée. Très bien. Il faut noter ici que le sujet était inconnu du magnétiseur. C'était un jeune homme de Gand, de bonne famille, n'ayant jamais ni vu ni contribué à des expériences hypnotiques, ça c'est bien. Le sujet se trouvait sur la scène, debout, à l'état normal de veille. L'opérateur était descendu parmi le public pour demander à plusieurs personnes d'inscrire sur des petites feuilles de papier les actions qui devaient être exécutées par le sujet. Le magnétiseur prenait connaissance de la demande, tandis que le demandeur conservait la feuille. L'opérateur était éloigné du sujet d'une quinzaine de mètres environ. Le nombre des différents ordres à exécuter pouvait être de 20 à 25, c'est beaucoup. Le magnétiseur, depuis qu'il avait quitté la scène, ne s'était plus rapproché du sujet. Après avoir recueilli tous les ordres, il se retira encore, de sorte qu'une distance de 12 à 20 mètres le séparait du sujet qui, toujours, se trouvait sur la scène. Je précise aussi, à l'époque on disait magnétiseur, c'est pas pour rien aussi, parce que pour la descente hypnotique, les passes, au niveau des mains, au niveau des contacts, ça aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu oublié dans certaines techniques, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnement sur la rupture de pattern. Alors ça, moi, je suis pas trop pour, parce que je trouve que ça déglingue un peu quand même. La rupture de pattern, au bout d'un moment, quand vous en faites 2-3 par jour, ça défragmente légèrement, hein. Ça sonne vachement, c'est pas toujours évident, des fois il faut quelques jours pour s'en remettre, c'est mon avis, hein. Donc la rupture de pattern c'est super, c'est efficace sur certains sujets, en tout cas la plupart, la personne elle passe en état d'hypnose direct mais violente. Moi j'aime pas trop, je pense que ça choque le cerveau, j'aime pas trop ça. Mais après, voilà, donc pour dire que les magnétiseurs, pourquoi on les appelait aussi comme ça, il y avait la passe des mains, il y avait une passe énergétique en complément de la descente. Donc est venu aussi Erickson, qui a mis un petit peu ses méthodes d'hypnose ericksonienne basées sur sachant qu'à l'époque, il y avait surtout là c'était une hypnose indirecte, mais avant vous avez des hypnoses directives qui étaient très profondes et qui faisaient descendre énormément. Mais ça prenait beaucoup de temps. C'est la problématique. L'hypnose indirecte, ça joue un peu sur la rupture de pattern également, il y a du saupoutrage, il y a des dissonances, il y a des validations manipulées, et effectivement, vous arrivez à amener la personne à un petit peu plus tomber sur l'hypnose. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui quand même, c'est la méthode de la PNL. Moi, je m'intéresse un petit peu aussi, et franchement, il y a des excellents résultats. Mais à partir du moment, pareil, on part sur le physique, le corps doit se mettre en mouvement, parce que vous avez des systèmes de stratégie interne, d'autres en parleront bien mieux que moi, mais au niveau neuronal, ou quand vous faites un geste, il y a une liaison au niveau neuronal qui se fait également,
Et un petit peu, vous savez, comme les gens, quand les gens font des puzzles, ça leur fait du bien, parce qu'ils ont l'impression de se restructurer à l'intérieur. La PNL, on va partir aussi sur des éléments un peu du même genre. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet. Mais aujourd'hui, c'est plus efficace parce que ça évite de mettre une personne en induction et c'est bien aussi. Et c'est bien aussi. Après, vivre les états modifiés, c'est sympa. C'est sympa. Mais il peut y avoir de toute façon des résistances, et notamment chez les personnes qui ont vécu des sévices ou des problématiques dans l'enfance, comment expliquer ça? Des agressions personnelles, physiques, que ce soit sexuelles ou autres. Il va y avoir de toute façon automatiquement des leviers qui vont se lever et des boucliers qui vont se lever, ce qui fait que la personne aura plus de mal à être souvent à passer en état d'hypnose par le biais de quelqu'un d'autre. Toute seule, elle pourra forcément valider. Pourquoi ? Parce que les leviers de validation, il va y avoir en fin de compte un bouclier inconscient qui va dévalider les choses. Et surtout lorsqu'il s'agit d'agressions, vous savez, un peu subtiles, je vais vous donner un exemple comme peut-être un acte d'inceste, mais qui a été un petit peu manipulé, vous voyez, où il n'y a pas forcément eu de la violence en fait. Et lorsque la personne vieillit plus tard, il y a forcément des leviers qui se mettent en place et qui font qu'il y a une protection à ce niveau, et qui vont forcément impliquer que ça va être plus difficile pour elle de passer en état d'hypnose. C'est un exemple, mais il y a d'autres agressions. Ça va être plus difficile de passer en état d'hypnose qu'une autre personne. Voilà. Mais il existe de toute façon des possibilités de la faire descendre, quoi qu'il en soit. Ça va être soit plus long, soit il va falloir passer par des méthodes un peu plus costauds. Voilà. Mais de toute façon, ça existe aussi. Voilà, je partage un petit peu plus à ce niveau. Donc là, parmi les ordres à exécuter, je citerai les 3 suivants. Je suis désolée de couper un peu plus, mais je pense que j'avais besoin en fait de vous parler de tout ça, et je profite de cet extrait-là pour le faire. Je me calmerai un peu plus sur les autres bouquins, mais là c'est l'occasion, donc j'en profite pour partager ça. Parmi les ordres à exécuter, je citerai les 3 suivants. Premièrement, ordre donné par un étudiant de ma connaissance, prendre mon chapeau et se coiffer avec. Ok. Deuxième, ordre donné par un autre étudiant de ma connaissance, prendre dans la poche de monsieur Beaujanou son porte-monnaie et le conserver. Ok. Le magnétiseur demandait de lui faire connaître monsieur Beaujanou. Troisième ordre donné par moi, crier 3 fois et à haute voix la scène « Vive la Belgique !» Ah, à l'époque, c'était tellement facile. Tous les autres furent parfaitement exécutés. Ce qui me paraît particulièrement remarquable, c'est que le jeune homme n'était pas un sujet entraîné et que la transmission, voire l'exécution des ordres se faisait à l'état de veille. Oui, puis à l'époque, ces gens-là, ils n'étaient pas inquiétés. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Voici dans le sens où des fois, il vaut mieux pas être trop performant. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous êtes vite sollicité après, et pas forcément par... vous m'avez compris. Voici donc le sujet de conversation dans le cercle de la famille X. Parmi les personnes présentes se trouvait une jeune parente de Madame H et Mademoiselle MB de Bruxelles. Cette jeune fille prenait beaucoup d'intérêt à la conversation et finalement exprimait le désir d'essayer si elle pourrait être magnétisée. Sur ma proposition de faire que quelques expériences préalables pour me rendre compte du degré de sa sensibilité, elle accepta. J'essayai alors de lui cataleptiser le bras, dans la position horizontale, sans la mettre en sommeil, ce qui réussit bien. Je lui fis des suggestions concernant des changements du goût, boire de l'eau pour du vin, prendre du poivre pour du chocolat, en poudre, etc. Toujours sans l'avoir mise en sommeil. Je l'avertis alors que j'allais l'endormir. Alors moi, ça me fait toujours sourire parce que ça me fait toujours penser à une expérience un jour avec des personnes où une personne n'était absolument pas dedans, alors on était plusieurs, mais qui était absolument pas dedans. On a réussi à la convaincre d'une odeur de poulet, figurez-vous, de poulet grillé, qui l'a poursuivi pendant plus d'une demi-heure.
Et c'était juste avec le biais d'une conversation. Et c'était un petit exercice qu'on s'était donné de faire à deux et avec une personne et qui était tout à fait au courant et c'était juste sublime parce qu'il y avait encore d'autres personnes qui ont pu témoigner que non, ça sentait pas le poulet. Sauf que la personne était absolument convaincue. Mais vous savez que vous pouvez aussi, vous aussi, faire ces exercices dans l'autre sens. Il y a des possibilités, mais il faut être assez prudent, où vous pouvez faire des exercices simplement pour changer l'apparence de certaines choses. Vous pouvez varier une forme, une couleur, et arriver à vraiment, vraiment changer votre perception de quelque chose. C'est vraiment très bien. Le problème, c'est que quand ça s'est installé, c'est un peu compliqué à désinstaller. Et donc, je vous encouragerais pas à le faire beaucoup. Mais occasionnellement, n'hésitez pas à essayer. Vous verrez, par exemple, je sais pas, changer peut-être soit la forme d'un contour ou une couleur, simplement. Voilà, petite suggestion d'exercice. Faites-le de votre façon à vous, déjà, pour voir. Et après, faites vos recherches. Donc, on continue. Je l'avertis alors que vous avez vu ce soir, je suis... oui, c'est le soir. Je suis en forme. Je l'avertis alors que j'allais l'endormir. La jeune fille était assise. J'opérais par la fixation des yeux accompagnée de passes. Vous voyez ? Fixation des yeux. Donc, là, déjà, on a le principe donc des passes. Et on a aussi donc des mains. Donc, la partie énergétique, on active la descente. Et on a la focale. La focale des yeux, elle est quand même vachement efficace, il faut pas l'oublier, sur plusieurs points, avant, arrière, interne. Intérieur, elle est absolument efficace, focale au niveau du nez, focale au niveau du troisième œil intérieur, focale sur un point sur le plafond. C'est tout des petites choses, c'est des outils, c'est bien dommage que... Parce que ça va aller plus vite, c'est surtout... C'est pas que le décompte, il est pas rapide, c'est que... Les habitués, ils y arrivent aussi, mais quand même, la profondeur, elle est quand même importante. C'est vraiment... on peut faire des choses en superficie, mais vous voyez ce que vous allez toucher, quoi. C'est ça le truc. Et avec la profondeur, on va avoir moins de stimuli cérébraux. Voilà. La jeune fille était assise, donc j'opérais la fixation des yeux accompagnée de passes. Au bout de quelques minutes, ses yeux se fermèrent. On le voit, d'ailleurs, il avait fait une expérience où il y avait eu un dédoublement de corps à un moment. Mon intention était de faire, si possible, quelques expériences pouvant me servir comme enseignement, et non pas d'amuser les assistants par des suggestions plus ou moins drôles. Je continuais donc par l'occlusion des yeux de faire des passes, jusqu'à ce que le sujet ne répondît plus à ma question régulière. « Vous dormez bien, n'est-ce pas ?» que d'une voix presque imperceptible. Alors là, j'ai pas compris. Donc, je continuais donc avec l'occlusion des yeux de faire des passes jusqu'à ce que le sujet ne répondit plus à ma question régulière. Vous dormez bien, n'est-ce pas? Oui, c'est pas vous ne dormez pas, vous dormez bien, n'est-ce pas? Que d'une voix presque imperceptible, point. Il manque un mot, je suis désolée, là il me manque un mot. Il manque un bout de phrase, c'est pas grave. Et il y a aussi un événement dont il parle, l'occultation des yeux tout court, l'occlusion, des yeux. Vous avez l'effet papillon, avec les yeux qui sont très importants. Ça joue dans la rupture de pattern dans la technique. J'arrêtais alors l'hypnose sur ce degré et je bandais les yeux de Mademoiselle B, avec un mouchoir de sorte qu'il lui était matériellement impossible de voir même en ouvrant les paupières. Je pris dans un sucrier un morceau de sucre avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas éveiller son attention. Je le tenais dans ma main fermée et je posais les questions suivantes. « Mademoiselle, vous m'entendez bien, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » La voix très faible. Là, il reprend. « Faites bien attention, je tiens quelque chose dans ma main droite. Vous allez me dire ce que c'est. Parlez assez haut avec votre voix ordinaire. » Elle répond « C'est blanc. » Après quelques instants, un morceau de sucre. Je dis « Très bien, mademoiselle. Voilà maintenant ma main gauche. Qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche ?» Ma main était posée sur la table et fermée.
J'avais pris pendant la première expérience dans ma poche un petit morceau de crayon ordinaire. Alors là, mais je ne vois rien, il fait trop noir. Elle dit, regarde, il répond, regardez bien, vous verrez plus clair. Oui, c'est plus clair, c'est assez long, c'est rond, c'est gris, on dirait un crayon, oui, c'est un crayon. J'ai remarqué maintes fois que dans des expériences analogues, les couleurs jouent un rôle et que les couleurs indécises sont moins bien perçues que les couleurs tranchantes, ça c'est vrai. Il me semble que si l'exactitude et pareil pour les écritures, c'est pas évident toujours. Il me semble que si l'exactitude de cette observation pouvait être établie d'une façon formelle, ce phénomène constituerait un appui sérieux pour les dissertations de Louis Lucas sur le mouvement et la matière, voire la cause et les effets, la chimie nouvelle, Angulaison. Alors, là, effectivement, il faut tout à fait être clair, le sujet, on est sur une expérience de médiumnité. Il plonge la personne, il la met en connexion en tant que médiumnité. Donc oui, c'est un petit peu comme le remote viewing. Je parlais tout à l'heure, oui, autant passer par un médium, c'est vrai. Il y a des cas comme le remote viewing ou la vision à distance où il est nécessaire quand même d'avoir un moniteur dans le sens où ça permet de libérer l'action sur la personne, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se concentrer à suivre. Ça permet de mettre une trame et ça permet au fait que la personne qui est en d'état modifié de conscience, elle peut descendre plus facilement plus bas sans changer d'état de conscience et se perdre, ce qu'on fait souvent la nuit. Le fait d'avoir une voix qui la dirige, c'est quand même pratique parce que ça permet de garder le fil. Parce que vous pouvez très bien être en état modifié de conscience vous-même, partir. Alors je parle pas des médiums qui restent en conscience puisque souvent ils ont des gens devant eux, mais je parle au moment où vous partez, vous avez une idée en tête, vous démarrez l'état modifié de conscience, sauf qu'une fois que vous y êtes, vous perdez le fil parce que votre état de conscience vous dit non mais attends, moi j'ai pas envie de faire ça, je vois pas d'utilité à faire ça, je vais faire autre chose. Je vais partir, je vais aller visiter, je ne sais pas. Alors qu'au départ, vous aviez un objectif et vous perdez cet objectif. Pourquoi ? Parce que votre conscience est différente. Et donc elle va pas forcément percevoir l'utilité de la même façon que lorsque vous êtes là sur le plan humain à décider ce que vous voulez faire. Donc le moniteur est intéressant parce qu'il va emmener, il va diriger, il va contrôler l'état. Et vous avez souvent aussi des fois, moi je l'ai vu, des personnes donc qui vont être plongées dans des états modifiés, mais qui sont déjà habituées à elles-mêmes voyager d'elles-mêmes et avoir des expériences d'elles-mêmes. Donc là, on n'est pas sur l'idée de démarrer quelque chose et de devenir vraiment expérienceur à titre personnel. On est plus sur des expérienceurs d'origine naturellement qui eux vont commencer à travailler sur des process d'hypnose dans des structures et qui vont suivre des principes monitoring mais alors qu'ils ont déjà une compétence naturelle de départ. Et souvent c'est assez intéressant parce que il y a des départs qui sont souvent incontrôlés, c'est-à-dire que le monitoring il est à sa 2e ou 3e phase et par contre là effectivement là on est sur une personne qui est déjà partie en face et qui fait un peu ce qu'elle veut mais par expérience en fait. Pas juste parce que voilà on a un modèle de suggestion qui ressemble à ça et ça devrait être ça. Et souvent dans le remote viewing ce que j'aime bien c'est que on a de toute façon ces tests bien évidents de voyance, c'est-à-dire que on a un contrôle. Donc alors c'est jamais 100%. J'avais quelqu'un que je connaissais bien qui disait, qui est très présent, enfin qui était très présent à une époque et très connu sur la toile, qui s'est un peu éclipsé ces derniers temps, et qui disait ouais non mais pour moi le remote ça doit être 100% de réponse juste non parce qu'il y a un environnement, il y a un global et que le nombre de questions c'est pas juste qu'est-ce que j'ai dans la main, c'est des descriptions de couleurs, de formes, c'est-à-dire qu'on va se brancher sur la vibration, hein, tout simplement de la chose, et on va pouvoir déterminer plusieurs paramètres, extérieur, intérieur, tout ça. Donc, il suffit qu'une des réponses soit fausse, c'est pas une seule question de base, c'est un grand nombre de questions pour aboutir à une donnée complète. Mais c'est quelque chose qui peut être vérifiable. Et je pense aujourd'hui que dans certaines, justement, ça peut être intéressant d'avoir des expériences où quand on y va, on peut poser une question qui puisse être vérifiable. Dans cette mesure, on sait déjà si on est sur un terrain correct. Bon,
Je parle pas des lignes de temps où effectivement cette position peut être différente, où l'objet en question, ou cet élément vérifiable peut être légèrement transformé. Je sais, ça existe aussi. Mais voilà. Donc, une descente, mais avec des éléments vérifiables. Et c'est pareil, si il y a un travail sur de la vie antérieure, très bien, parce que ça peut corriger, vous pouvez vivre à travers une vie antérieure générée par l'hypnose, même si c'est pas la vôtre, parce que souvent c'est juste vous vous accrochez à la cage, donc il suffit qu'il y ait quelque chose qui vous concerne pas, mais de toute façon, votre esprit va aller vers ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est intéressant. Donc même que ce soit votre vie, vous allez vous sentir comme si c'était vous, ce sera peut-être pas vous, mais l'esprit va intégrer une donnée parce que vous allez vivre cette émotion dont l'esprit va avoir besoin pour faire une correction émotionnelle. Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'on revient avec un vécu, et je donne souvent cette expérience d'une personne qui avait, c'est parce que c'est la plus simple, et absolument pas confiance en elle, une femme, qui se retrouve dans le corps d'un légionnaire et au commandement d'une armée à Rome, enfin la totale avec la totale, franchement la totale en termes de violence et d'autorité. Je peux vous dire qu'un truc comme ça, quand elle revient, ça rebooste, parce qu'elle l'a senti vraiment dans son corps. Elle a senti la force dans son corps, elle a senti le physique qui était très différent, elle a senti la masculinité, elle a senti toute cette voix aussi qui se... Et comme on dit, peu importe qui c'était, peu importe si c'était ça une vie antérieure ou pas, c'est pas ça important. L'important c'est qu'aujourd'hui elle arrive avec un bagage complémentaire qui va permettre d'assumer des nouvelles situations qui vont l'aider. Et elle va être plus confiante dans des situations grâce à cette expérience. Et ça, là je dis bravo, là je dis dans ce type d'expérience c'est bénéfique. Il y a eu, là on est bon, on est sur quelque chose de positif, d'accord? Et elle l'a vécu à l'intérieur de soi-même, d'elle-même en fin de compte, et ça c'est très 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 important, donc bel exemple. Et après il peut y avoir des protocoles énergétiques en supplément pour ancrer un peu plus la chose, peu importe. On peut rajouter aussi un geste d'ancrage, voilà. Mais en tout cas, là c'était très bien par exemple. On continue. Oui, je rappelle que c'est une lecture commentée. En ce moment, je faisais un peu moins de commentaires sur certains textes. Là, vous en avez pour votre grade, je suis désolée, je m'en excuse. C'est une chaîne de livres commentés. Si vous souhaitez avoir des livres simples, non commentés, achetez le livre ou prenez d'autres chaînes. Je suis désolée. Ça ira mieux les prochaines. Là, ça ira mieux. Bon, en même temps, on est sur des expériences, donc c'est sympa aussi. Alors, comme je ne voulais pas prolonger les expériences de peur de fatiguer Mademoiselle B, je la réveillai. Mademoiselle B était très enchantée de posséder des facultés si merveilleuses. Elle me donna la permission de revenir pendant les quelques jours qu'elle restait à Gand pour faire des expériences plus importantes. Je me suis rendue chez la famille X le surlendemain. Je magnétisai Mademoiselle B comme précédemment, je lui bandai les yeux et je fis l'essai suivant. Je priai la maîtresse de la maison d'écrire sur une feuille de papier un mot avec un crayon et de mettre la feuille sous enveloppe. Je pris l'enveloppe et je la déposai sur la table devant Mademoiselle B. Le dialogue suivant s'engagea alors entre nous deux. Mademoiselle, ici devant vous. Vous voyez une lettre sous enveloppe, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi ce qui s'y trouve écrit et lisez la lettre. Le sujet ne répondit pas. Mademoiselle, avez-vous compris ce que je vous ai demandé? Oui, monsieur. Eh bien. Je ne vois pas bien, c'est trop embrouillé. Regardez bien et tâchez de lire. Je ne peux pas, je vois tout blanc. Vous voyez l'enveloppe? Oui. Vous voyez la feuille de papier dans l'enveloppe? Oui. Je priai alors Madame X d'écrire le même mot avec une plume à l'encre sur un autre papier et en grands caractères. La feuille fut mise sous enveloppe par Madame X et je la présentai de nouveau à Mademoiselle B. Tenez, mademoiselle, voici une autre lettre, plus facile à lire, essayez. Après quelques instants, avec beaucoup de satisfaction, « Ah oui, je vois bien, mais il n'y a qu'un seul mot, Mélanie. » J'ouvre l'enveloppe, et le mot écrit était réellement celui nommé. Je réveillai Mademoiselle B, et lui rendis compte de l'essai dont elle n'avait aucun souvenir.
Vous voyez, donc là, elle est bien descendue. Après une interruption, après on peut la programmer pour ça. Après, pour l'inverse, on peut aussi la programmer pour que quand elle revienne, elle se souvienne. Mais des fois... Après une interruption d'une demi-heure environ, je la mettais de nouveau en sommeil pour tenter une expérience du même genre. Mais plus compliqué, les yeux toujours bandés. Je pris un jeu de cartes et je le posai sur la table devant le sujet et je lui dis « Mademoiselle, nous allons faire une expérience bien plus merveilleuse que les précédentes. Et vous ferez bien attention, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Voici un jeu de cartes. Vous prendrez les cartes, vous les couperez bien, et puis vous les rangerez sur la table, de sorte que vous commencerez par le 7 en allant jusqu'à l'As, et chaque espèce ensemble en faisant attention que le cœur entre en première ligne, puis le pique. Le carreau, alors puis le pique, le carreau, et en dernière ligne, le trèfle. M'avez-vous bien compris ? J'ai bien compris, mais je ne sais pas si je réussirai, je veux l'essayer. Ok, mademoiselle B prend les cartes, les coupe et puis elle commence. La première carte qu'elle prend, c'est le roi de cœur. Elle la pose à peu près au milieu de la table, puis une grande table ancienne, qui est une grande table ancienne. La seconde carte, c'est l'as de pique. Elle la place en dessous et à droite du roi de cœur, de sorte que les deux cartes se touchent avec leurs coins respectifs. La troisième carte, c'est le valet de pique. Elle la place dans le rang du pique, à l'endroit où le valet devait se trouver si toutes les cartes avaient été placées. La cinquième carte, c'est le 7 de cœur. Elle la place à l'endroit du 7 au rang du cœur. La sixième carte, c'est l'as de cœur. Elle la place à l'endroit voulu. La septième carte, c'est la dame de cœur. Elle la place à côté du roi. La huitième carte, c'est le 10 de pique. Mademoiselle B la tient pendant quelques instants dans sa main, puis elle dit « Je ne vois plus, tout est embrouillé. » J'insiste pour qu'elle continue, mais elle répond « Je ne peux plus, je ne vois plus clair. » « Qu'est-ce que vous avez donc que vous ne voyez plus clair ? » « Je ne sais pas, c'est comme un brouillard devant mes yeux. » Je n'insistais plus alors et la réveillai. Étant réveillée, mademoiselle B se sentait d'une lourdeur dans sa tête et dans tous les membres. Elle sentait une lourdeur dans sa tête et tous ses membres. Je dissipais cet état en lui faisant quelques passes latérales sur le sommet de la tête. Ça aussi, c'est important, les amis, et ça se fait plus. Il fut convenu ce jour-là que je reviendrais le lendemain pour recommencer notre expérience avec les cartes. Madame X avait invité le médecin de la famille, le docteur Z de Gand, à assister aux expériences. MZ, donc Monsieur Z, était absolument réfractaire à tout ce qui concernait les forces et les effets non définis et ne considérait que comme supercherie ou erreur toutes les manifestations hypnotiques, spirites ou autres qui sortent du cadre de la science officielle. Il y en a bien, il y en a plein. De toute façon, tant qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Monsieur Z était d'autant plus convaincu de l'inexactitude de toutes les expériences du genre que lui-même avait essayé d'expérimenter avec des personnes ayant servi comme sujet à des magnétiseurs professionnels et qu'il n'avait jamais pu réussir à provoquer l'hypnose. C'est pas évident. Pas évident pour tout le monde. Puis c'est pareil, il faut être très en confiance. Aussi, Monsieur Z, qui arrivait quelques minutes après moi et avec qui nous causâmes de l'expérience projetée, ne cachait-il pas son scepticisme en fait de sorcellerie et demandait-il des faits et non pas des paroles ? Et oui, il a raison. Cette discussion avait beaucoup excité mademoiselle B, qui prenait part avec beaucoup de vivacité et qui défendait ses qualités de voyante, toutes récemment découvertes. Vous voyez, on est sur une voyante, elle est juste boostée un petit peu, ça veut dire qu'elle aura la faculté de le faire aussi toute seule au bout d'un moment. Pour prévenir toutes les fausses interprétations possibles de la part du docteur, je le priai de bien vouloir aller chercher lui-même chez lui, chez le plus proche marchand, un jeu de cartes. Après le retour de Monsieur Z, j'endormis mademoiselle B comme précédemment, puis je lui bandai les yeux. Je demande, vous dormez bien, mademoiselle ? Oui, monsieur. Regardez-moi, me voyez-vous ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Vous les avez jointes dans le dos. Voyez-vous, monsieur le docteur Z ? Oui, monsieur. Vous savez qu'il prétend que vous ne sauriez pas ranger un jeu de cartes sur la table. Il est bien drôle, monsieur le docteur. On lui en fera voir bien d'autres. Bon.
une bonne médium, parce que pour dire ça, elle est pas super profond. Eh bien, mademoiselle, voici les cartes. Faites comme hier, rangez-les dans le même ordre. Mademoiselle B prend les cartes que MZ présente, Monsieur Z lui présente, et elle commence. Je n'ai pas noté la suite des cartes. Oui, c'était pas utile. Elles étaient non seulement parfaitement rangées, mais encore chaque carte était mise au fur et à mesure que mon sujet les prenait, à la place lui appartenant, comme dans des casiers préparés et numérotés d'avance, de sorte que, lorsque toutes les cartes furent mises, elles formaient un carré parfait se touchant les unes les autres. J'exprimais à la sensitive ma satisfaction, ce qui lui faisait visiblement plaisir. Monsieur Z demanda alors de répéter l'expérience sous la condition que lui-même mettra un bandage sur les yeux du sujet. Je demandai à mademoiselle B, toujours endormie, si elle n'était pas trop fatiguée pour faire droit au désir du docteur. Elle répondit « Ah, maintenant ce sera bien plus facile. » Monsieur Z demanda alors à la maîtresse de la maison 2 serviettes et les appliqua sur les yeux du sujet, sur mon ordre. Celui-ci saisissait les cartes et répétait parfaitement l'expérience, mais bien plus promptement que la première fois. Aussitôt les cartes mises, je réveillai mademoiselle B, qui ne se sentait pas fatiguée du tout. Le docteur Z, très impressionné du fait, demandait si on voulait faire une autre expérience qu'il indiquerait lui-même. Madame B consentit de s'y prêter. Monsieur Z pria alors de sortir avec lui dans une pièce avoisinante. Et là, il me dit qu'une affaire d'ordre privé le préoccupait beaucoup en ce moment et qu'il désirait que mademoiselle B devine quel était le sujet de cette préoccupation. C'est autre chose, là. Je répondis à monsieur Z que cela sortait tout à fait du cadre de nos expériences, que les personnes aptes à cela étaient très rares, oui, parce que là, on rentre dans son champ. Et que, par conséquent, je n'avais pas plus d'idées sur le résultat que lui-même, mais que nous l'essayerons. J'endormis donc de nouveau mademoiselle B sans l'avoir prévenue de ce dont il s'agissait. Je continuai les passes jusqu'à ce que sa voix devint à peine intelligible, puis je commençai ainsi. Mademoiselle, je vous poserai quelques questions tout à fait particulières. Vous tâcherez de répondre consciemment et à haute voix, n'est-ce pas? Oui, monsieur, avec sa voix ordinaire. Connaissez-vous le docteur Z? Pas trop. Ça ne fait rien. Écoutez. Monsieur Z, qui est ici assis devant vous, est en ce moment très préoccupé d'une affaire privée. Dites-moi qu'est-ce qui le préoccupe. Quelques instants après, avec humeur, il s'agit d'une femme. Je regarde le docteur qui me fait un signe affirmatif pour ne pas commettre une indiscrétion. Je demande s'il faut continuer de questionner Monsieur Z, s'il n'y voit pas d'inconvénient. Où est cette dame? Elle n'est pas ici. Où est-elle? Dans un pays étranger. Dans quel pays? La France. Quelle ville? À Paris. Là-dessus, monsieur Z m'interrompit en disant « C'est exact ». Je demandai alors au docteur quelles questions il fallait poser ensuite. « Demandez-lui donc, répondit-il, si cette dame a reçu ces jours-ci un cadeau de ma part et en quoi ce cadeau consistait. Mademoiselle, cette dame dont il s'agit a-t-elle reçu ces jours-ci un cadeau de la part de monsieur Z? Oui. Qu'était-ce donc? Un gros paquet. Qu'est-ce qu'il contenait, ce paquet? Il y avait un jambon et 2 lièvres. Ils s'envoyaient ça, c'était cool. Monsieur Z, je comprends pas, j'aurais pensé une tenue, un chapeau, un parfum. Non. Monsieur Z reconnaissait comme exactes les réponses de mademoiselle B, je m'arrêtai et la réveilla. Nous nous séparâmes avec promesse de continuer le lendemain. Étant donné les aptitudes extraordinaires de mademoiselle B, parce que oui, quand même, j'avais l'intention de faire des essais sur ce qu'on est convenu d'appeler la clairvoyance ou lucidité, c'est-à-dire la faculté d'une personne sensitive d'apercevoir des faits passés, présents ou à venir, et oui, il n'y a pas que des choses antérieures, sans qu'aucune suggestion ou transmission consciente ou inconsciente de la part du demandeur ou d'une personne de l'assistance soit admissible. Alors ça, il le met en italique, en gros. Pourquoi? Parce que
comment vous dire ça sans trop mettre les choses en évidence? Il y a certaines hypnoses régressives qui circulent depuis quelque temps, je dirais depuis une dizaine d'années, qui m'ont beaucoup intéressée à un moment parce que je les ai beaucoup étudiées. Et je me suis aperçue, elles sont assez extraordinaires, et je me suis souvent dit déjà, mais comment ça se fait qu'il y a ça qui ressort? Parce que dans mon expérience et sur ce type de pratique, attention, hein, je parle pas d'autre chose. Sur ce type de pratique, voire même, en tout cas en ce qui concerne les régressives, et voire même, donc j'en ai parlé aussi à d'autres confrères très haut placés, enfin qui sont même des fois, qui sont très très performants, et on est un petit peu tous du même avis, et il y a des choses qui reviennent systématiquement, alors que on connaît certaines séances pour beaucoup, et de nombreuses séances, ou peut-être que ce genre de faits sont venus une fois. Et je vous parle de 400-500 séances, chacun. Et ce qui est étonnant, sur des personnes différentes. Et sachant que on est dans un groupe d'expérienceurs aussi. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que ce qui est étonnant, c'est que quand on étudie un peu plus les choses, on voit qu'il y a quand même des opérateurs qui sont malheureusement dirigés. Dans le sens où il y a des inductions qui poussent à induire une idée. Et c'est vrai que normalement au niveau de l'hypnose, et c'est tout à fait là ce qu'il dit, il est hors de question d'induire une suggestion il faut être très très prudent. Et ça, c'est une habilité et c'est de l'expérience. Et c'est pour ça que vous voyez ça chez des hypnos qui sont très très connaisseurs, qui ont énormément d'expérience. Et c'est un sujet qui revient systématiquement, c'est la suggestion, quoi. Et au niveau des protocoles, il faut être habile, pas suivre des scripts, donc ça c'est une chose. Bon, mais surtout, ne pas induire des événements. C'est des questions, par exemple, qu'est-ce qui se présente? Qui est? Où est-il? C'est pas est-ce qu'elle est en Europe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est où est-elle? Point. Et la réponse, elle vient ou elle vient pas. Voilà. On n'a pas qu'est-ce que tu as devant toi, est-ce qu'il s'agit d'une entité, de quelle entité il s'agit? Non, on laisse venir. Le minimum d'induction. Le problème, c'est que souvent, dans ces consultations, on a des gens qui sont déjà au courant de ces choses-là, donc elles ont déjà a priori un peu validé la chose, et donc forcément, elles vont se réinduire certaines choses. Voilà. Ça me fait penser à une série de documentaires d'exorcisme où il y en a un qui disait que sur certaines prières en latin, il s'amusait à mettre parfois des recettes, donc je vous parle de grands professionnels de l'exorcisme sur des très très hauts niveaux, et donc il s'amusait à mettre des recettes en latin de cuisine, des recettes de cuisine romaine, et ça leur permet de distinguer si la personne, elle réagissait, il y avait vraiment un problème, ou si elle simulait quelque chose, même de manière inconsciente, vous voyez. Quand vous avez une personne qui réagit sur un potage au potiron, bon, vous pouvez vous poser la question. Voilà. Donc, il y a aussi quelques petites données, quelques protocoles comme ça qui permettent justement de bien vérifier l'exactitude des informations et de vérifier que ce n'est pas une induction de quelque chose, un sous-entendu, parce que le problème, c'est que vous allez avoir un phénomène aussi de masse par le fait que les gens regardent la vidéo, les gens sont dans les vidéos, et il va y avoir une conscience collective, forcément, qui va se créer à ce niveau, des personnes qui vont réintervenir dans cette boucle-là, et d'une autre façon aussi, comme je le disais, la publication de ce type de vidéos, déjà moi vous avez bien compris que je m'expose pas, il y a une raison, là c'est la même chose. Dans ce type de vidéo qui est publié, on est sur 2 états modifiés de conscience, puisque le monitoring va être aussi en état modifié. Il va y avoir la personne, et peut-être même si un canal, elles seront 3. Donc on a une activité sur un autre plan. Ok.
quelqu'un d'autre qui va regarder cette vidéo, même 10 ans après, 5 ans, 6 mois, 1 mois, va émettre une idée. Elle va se faire une idée, elle va avoir un ressenti, il va y avoir une connexion forcément sur ce plan. Il va y avoir une action sur une forme de conscience collective qui va se passer à ce moment-là. De par la publication, la personne qui regarde ça, ça va lui générer quelque chose. Et quand elle va regarder ça, elle va créer une émotion, elle va créer une énergie. Cette énergie, elle est dirigée vers la personne qui est en séance et les personnes qui travaillent sur cette séance. À ce moment-là, il y a moyen de se poser la question, quelle influence cela peut-il avoir ? Puisqu'on rentre dans le champ de la conscience collective et on est sur ce terrain, puisqu'on va explorer ce terrain. Donc on est forcément sur ce terrain. Là, on n'est pas en train de regarder quelqu'un qui fait de la cuisine. Voilà. On est quelqu'un sur un terrain énergétique qui est en pleine action et on va émettre une supposition sur ce terrain énergétique. Donc posons-nous la question, encore une fois du bon sens, est-ce que on est dans une situation idéale pour une pratique de soins ? Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors je comprends qu'exposer les choses, c'est super instructif, que ça permet de faire connaître la personne. À l'heure YouTube, effectivement, il y a beaucoup de choses, des gens qui cherchent des clients comme ça, qui en vivent, tout ça. Je comprends tout ça. Mais à la base, à l'origine, qu'est-ce qu'on veut faire exactement ? Voilà. Le but, c'est quoi ? Le reste, ça vient après. Donc c'est encore une supposition, je vais peut-être pas fermer tout le monde, mais je le comprends. Je connais d'autres personnes dans ce milieu aussi, qui pratiquent aussi, qui se filment, voilà, qui sont sous le voile d'accord aussi avec moi, mais qui partent pour des raisons, on va dire clairement de vie, qui ont besoin de travailler et qui ont besoin d'avoir des clients et autres, qui vont passer outre et vont pas se poser la question. Voilà. Donc tout n'est pas clean toujours, mais ça marche aussi. Et puis il y a des sujets pour lesquels je suis aussi d'accord, mais j'aime pas la forme en fait. Et je le dis clairement. Je vais peut-être me faire quelques ennemis là-dessus. Mais encore une fois, je suis prête à en discuter. On est là, je suis pas dans une confrontation, je suis dans un échange. Et je réagis. Pourquoi ? Parce que pour tout vous dire, j'ai connu des personnes qui sont passées par ces principes-là. Et qui ont été un petit peu laissés dans la nature suite à une ou deux séances et qui ont été dans des états particulièrement mauvais, voire même qu'au départ, avec des peurs vraiment très très importantes quand ces personnes étaient seules. Et il a fallu un petit peu venir à la rescousse. Je dis pas aider parce que c'est pas ce terme-là de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que le problème c'est qu'elles avaient dépensé énormément d'argent aussi et que pour pouvoir recontacter et recommencer, il n'y avait pas d'explication, il fallait repasser par une séance et repayer le ticket d'entrée, vous voyez ? Et le ticket d'entrée avec plein de choses. Donc on a certaines personnes qui sont un petit peu fragiles et qui vont passer par ce système et malheureusement certaines vont revenir plus choquées qu'autre chose et quand elles vont avoir besoin de réponses, il faut reprendre une séance quoi. Et ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, donc je dis pas que tout est comme ça, je pense qu'il y a des très très bons résultats sur beaucoup de personnes. Je mets un bémol sur certaines choses qui circulent sur un type particulier de régressive. Certains sauront de quoi je veux parler. Mais voilà, en attendant, il y a des résultats quand même sur certaines. Mais voilà, vous avez compris ma position énergétique aussi. Je me pose beaucoup de questions. Voilà. Donc, vous avez vu la vidéo, je vous ai mis du rab parce que j'ai tellement rajouté de choses. On va essayer de faire un petit peu plus parce qu'il n'y a pas de raison. D'accord ? Donc, c'est reparti. Je sais, je dis beaucoup donc et voilà, ce sont des tocs verbaux qui meublent le temps que je rassemble mes idées, mais au moins je vous dis pas du coup. La réunion suivante a eu lieu le lendemain dimanche dans l'après-midi. Je fis part aux assistants de Mademoiselle B du genre d'expérience que nous allions tenter. À cet effet, je demandai à Mademoiselle B, avant de l'endormir, de me nommer une personne de sa connaissance n'habitant pas la ville de Gand et inconnue de toutes les personnes présentes. Mademoiselle B me donna le nom d'un monsieur O. Je l'endormis alors comme d'habitude. Mademoiselle,
Connaissez-vous monsieur O? Oui. Où est-il en ce moment? Je ne sais pas. Voilà. Cherchez-le. Voilà. Il n'y a pas de suggestion, vous voyez. Il dit pas est-ce qu'il est dans l'appartement, est-ce qu'il est à l'intérieur, à l'extérieur. Non. Non. Cherchez-le. C'est tout simple. Après quelques instants, il n'est pas chez lui. Où est-il alors? Voilà. Alors s'il n'est pas chez lui, il est dehors? Non, non. Où est-il alors? Il est sur la route d'Arlon. Que fait-il là? Voilà. Et on dit pas qu'est-ce qu'il est, tu conduis, tu nanas. Non, on suggère rien. Il monte en bicyclette. Là-dessus, je réfléchis un instant. Quelle question poser lorsque mon sujet fit un mouvement comme une personne qui est prise d'une frayeur subite? Je demande. Qu'avez-vous donc? À quoi elle répond, et au même instant, et avec émotion, sans que j'eusse achevé la phrase. Il tombe. Comment? Il est tombé? Là, il demande une validation de quelque chose qu'elle a déjà dit, il suggère pas. Oui, il a heurté une pierre. S'est-il fait mal? Alors là, il induit. Donc, vous voyez, c'est ça qui est chaud quand même hein, dans ce job. Hein. Il induit le fait qu'il aurait pu se faire mal. Mais bon, elle va quand même répondre puisqu'elle dit non, il se relève. Ça reste à peu près... ça va, elle est restée dans son champ. Parce qu'attention, lorsque vous êtes moniteur, vous dirigez la personne et vous faites en sorte qu'elle suive votre voie et qu'elle... vous n'êtes pas ordonnable. C'est pas pour rien qu'on dit aussi... je dis moniteur, mais c'est vrai qu'on est aussi... je l'ai dit tout à l'heure, opérateur, parce que d'une certaine façon, on dirige. Diriger veut dire donner une direction et décider aussi. Hein. S'est-il fait mal? Non, il se relève. Ah, s'il est blessé au bras... Alors, si, il s'est blessé au bras gauche. Il regarde son bras, il remonte tout de même sur son vélo, ce n'est pas grave. Comme mademoiselle B me paraissait très émotionnée, je m'arrêtais et la réveillais. Je l'informais de ce qu'elle venait de dire et la priais de vouloir écrire immédiatement à monsieur O pour lui demander si réellement il s'était trouvé dimanche soir vers 3 heures sur la route en bicyclette et s'il lui était arrivé un accident. Il est à noter que mademoiselle B à son réveil et sur ma demande nous le disait que monsieur O était un étudiant en médecine d'Arlon, parent avec la famille B, faisant ses études à Bruxelles et demeurant chez les parents de mademoiselle B qu'en ce moment il était rentré chez lui, à Arlon, pour quelques jours, et que jusqu'à ce jour, jamais une correspondance n'avait été échangée entre elle et monsieur O. Aussi devait-on trouver très extraordinaire à Arlon que mademoiselle B écrivit à monsieur O. Mais vu l'intérêt que présentait le cas, la jeune fille écrivit séance tenante à monsieur O. Et moi-même, je portais la lettre à la poste. Et puis, à l'époque, ça se passait pas. On n'avait pas les portables. En partant avec le train poste de Gand pour Bruxelles le soir même, la lettre ne pouvait être distribuée à Arlon que le lundi matin à 8 heures. Oh là là. Mais bon, ça devait être sympa d'avoir plein de courriers quand même. Or, le lundi matin, à la première distribution des lettres, 7h30 du matin, mademoiselle B recevait à Gand une lettre venant d'Arlon écrite par monsieur O et informant la jeune fille que la veille, le dimanche dans l'après-midi, il lui était arrivé un léger accident montant en bicyclette. C'est pourquoi il priait mademoiselle B d'excuser sa mauvaise écriture, qui était due à ce que, s'étant blessé au bras gauche, il ne pouvait maintenir avec cette main son papier qui par conséquent glissait sous sa paume. Ouais, ça devait être sympa, vous voyez, d'avoir des choses écrites à la main, quoi. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Il était... Et sans faute. Parce qu'à l'époque, ils étaient très stricts avec les fautes d'orthographe, quand même. Il est à remarquer ici que mademoiselle B m'affirmait de nouveau que jamais monsieur O ne lui avait écrit auparavant et qu'elle ne s'expliquait point comment l'idée lui était venue de l'informer de son accident à peine celui-ci arrivé. Et oui, j'ai dépassé 1 heure, je commençais à être fatiguée. Elle reçut une nouvelle lettre le mardi suivant en réponse à la sienne du dimanche, dans laquelle monsieur O exprimait sa stupéfaction de ce qu'elle ait pu avoir connaissance de l'accident à l'heure même où cela était arrivé. Et il demandait des explications.
Ce fait de lucidité me paraît doublé d'une action télépathique inconsciente de la part de mademoiselle B, pendant l'hypnose ou bien pendant qu'elle lui écrivait, et qui avait amené monsieur O à lui écrire à son tour. Lui, ils l'ont fait presque en même temps. J'ai eu l'occasion quelques mois plus tard de faire la connaissance de monsieur O à Bruxelles, et il m'a confirmé que jamais il n'avait écrit à mademoiselle B avant cette affaire et qu'il ne comprenait encore pas comment l'idée lui était venue de l'informer de l'accident. Ben oui, ils ont une connexion et autorisation des deux côtés et hop, c'est passé quoi. Madame O ne pouvait même pas s'expliquer comment il avait eu connaissance de l'adresse exacte de mademoiselle B à Gand. Ne se rappelant pas avoir été informé, mais monsieur O savait la jeune fille à Gand. Pendant son séjour à Gand, je fis avec mademoiselle B d'autres expériences de lucidité, entre autres la suivante. Après l'avoir endormie, comme d'habitude, je la priai de voir sa mère et de me renseigner très exactement sur ce que sa mère faisait. Mademoiselle B me dicta en substance. Elle me dicta en substance ceci. Ma mère se trouve dans la cuisine, elle essuie des verres. Voilà qu'elle sort. Elle va dans l'atelier à papa. C'est drôle, jamais elle n'y va. Elle parle à papa, tiens, elle demande la clé de ma chambre à papa. Elle sort de l'atelier, elle monte au premier, elle entre dans ma chambre, elle ouvre ma boîte à ouvrage, elle y prend la clé de la chambre du second. Elle monte, elle entre dans la chambre, elle ouvre l'armoire, elle y prend son manteau de fourrure, le regarde, elle dit c'est dommage. Elle le dépose et elle dépose le manteau sur le lit. Ici j'interrompis madame B et la réveiller. Faut pas qu'elle découvre des choses qu'elle devrait pas savoir quand même à la base. Mademoiselle B écrivait dans la soirée même à sa mère en lui demandant si elle avait fait ce jour-là ce que je viens d'écrire et surtout si elle avait visité son manteau de fourrure, si elle avait trouvé dans celui-ci des mythes et si elle se souvenait avoir exprimé son regret en disant à haute voix c'est dommage. Madame B, mère, a confirmé tout cela excepté les paroles qu'on lui prêtait, ne pouvant pas affirmer que, réellement, elle avait donné à sa pensée l'expression verbale. Un soir, ayant été invitée à dîner chez la famille X, on désirait des expériences hypnotiques auxquelles mademoiselle B voulut bien se prêter. L'idée m'était venue de tenter un essai d'un même genre, d'un autre genre. Madame X avait à son service une bonne flamande, sachant relativement bien le français. Cette bonne était une fille de campagne, âgée de 18 ans, petite... Oh là non mais aujourd'hui on pourrait plus écrire comme ça. Mais petite, grosse et grasse, tempérament lymphatique, esprit très sourd, très lourd. Bon. Franchement elle était très à l'aise quand même sur certaines choses. Je lui demandai si elle voulait se laisser endormir. Sur son consentement, je la mis en sommeil très promptement, puis aussitôt j'endormis mademoiselle B. Ensuite, je fis à mademoiselle B la suggestion suivante. Lorsque vous serez réveillée, vous ne serez plus mademoiselle B, mais vous serez un jeune homme anglais. Mademoiselle B ne savait pas l'anglais. Donc vous serez, oui, là, ça l'a mis entre parenthèses, vous serez un jeune homme anglais appartenant à une très bonne famille et vous allez assister au bal de la cour de Bruxelles. Vous y ferez la connaissance d'une demoiselle avec laquelle vous allez danser. Et pendant le repos, vous vous promènerez avec elle dans la salle et vous tiendrez une conversation très animée. N'oubliez pas que vous êtes anglais et que vous parlez très mal le français. À la bonne, j'ai fait une autre suggestion. Lorsque vous serez réveillé, vous ne serez plus la bonne de Madame X, mais vous serez une demoiselle appartenant à la noblesse du pays, et vous allez assister au bal de la cour de Bruxelles. Vous y ferez la connaissance d'un jeune Anglais très bien, qui vous invitera à danser et avec qui vous vous promènerez entre-temps. Je remis entre les mains de mademoiselle B une assiette en guise de chapeau claque. Je savais pas que ça existait, ça. Puis je la réveillai ainsi que la bonne. Je passe le récit de la scène du bal, qui était jouée par les deux actrices improvisées avec une maestria vraiment extraordinaire. Une dame touchant le piano marquait l'orchestre.
et je ne veux retenir qu'un point essentiellement important. C'est que Mademoiselle B, dans ses causeries avec la bonne Anobli, parlait le français aussi mal et d'une façon aussi drôle qu'un anglais qui ne l'aurait appris au collège. Qu'au collège. Par contre, elle assaisonnait sa conversation à chaque instant, avec les expressions et les phrases les plus caractéristiques en parfait anglais, surtout en faisant à demi-voix les réflexions les plus drôles au sujet de sa compagne. Je répète que Mademoiselle B ne connaît pas du tout l'anglais. Mademoiselle B m'avait accordé une séance pour le lendemain à l'effet de tenter une expérience d'un genre spécial, la prédiction de l'avenir. Après l'avoir plongée dans un sommeil profond, je lui posais entre autres quelques questions me concernant personnellement. Je dois mentionner ici que j'étais à la veille de me marier et de m'établir. Mademoiselle B me disait que je ne m'établirais pas encore, que le mariage n'aurait pas lieu, oh punaise, et cela pour telle ou telle cause. Que j'avais un ami avec qui je voulais faire une affaire, entre parenthèses de m'établir, qu'il ne fallait rien faire avec cet homme, qu'il me porterait malheur, etc. Des prédictions se sont pleinement confirmées peu de temps après. Voilà, et là c'est signé Gustave Beaujanou, le fameux. Et on va enchaîner après sur la force psychique. Mais là, je vous ai mis pas mal de rap, les amis, on est à 1h37. Donc ça couvre largement mes petites paroles, enfin, on est à peu près correct, vous avez quand même 1 heure de texte. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était une séance un petit peu particulière, on est toujours sur le même chapitre, vous avez bien compris, on va parler la prochaine fois de force psychique. On a avancé sur le livre, il y a quand même pas mal de choses, c'était assez intéressant, en tout cas sur ces expériences aussi. Là, on a vraiment vu le guide de l'hypnose sur une médium, donc ça c'est parfait parce que ça rentre, vous voyez, quand je vous parle de synchronicité, avec un mail avec une personne avec qui j'ai discuté, qui m'écoute certainement ici, je lui fais de gros bisous et je lui envoie toutes mes bonnes pensées. Et voilà, donc tout ça pour dire aussi que, les amis, il y a des mondes, il y a des choses à tester, il y a des choses autour. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur Livres ésotériques anciens. À bientôt pour peut-être une lecture un peu plus calme la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt sur Livres ésotériques anciens.